30 passées. Donc, bonjour à tous ceux qui arrivent. C'est la pause déjeuner. Je suis ravie de vous accueillir dans cette masterclass sur l'art de la répartie. En fait, je vais être avec vous alors une petite heure. La dernière fois, j'avais fait 30 minutes. C'était un peu court et tout le monde n'avait pas pu assister. Donc, deuxième édition augmentée parce que j'ai rajouté des éléments intéressants. Donc, je vais vous faire une présentation sur l'art de la répartie pour les HPI. Pourquoi pour les HPI? En plus, je répondrai à vos questions dans les questions-réponses que vous avez dans l'application. Donc, moi, je m'appelle Christine Rénat, je suis coach pour personnes HPI. Ça fait des années que j'accompagne des personnes HPI, donc je suis HPI, j'accompagne des personnes HPI. Certains d'entre vous me connaissent déjà, j'accompagne soit sur LinkedIn, soit vous m'avez croisé sur les réseaux. J'accompagne donc des personnes en coaching et en bilan de compétences et j'ai le plaisir de faire cette masterclass pour partager tout ce qui se passe pour les personnes HPI. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes HPI, en étant hors normes, entendent des choses, des réflexions ou des projections que les autres n'entendent pas. Donc, pour ceux qui peuvent penser que c'est valable pour tout le monde, eh bien non. Parce que quand on est hors norme, on entend des choses que les gens qui sont dans la norme n'entendent pas. Donc, au potentiel, ça ne veut pas forcément dire qu'on exploite en grande partie à cause du conditionnement ou des événements de la vie son potentiel et qu'on apprend très tôt à se brider. On apprend à se justifier, on apprend que respirer peut même poser problème et on apprend à se taire parce que ça dérange. Donc ça, c'est quelque chose qui est intégré dans l'enfance et qui est passé du domaine de l'inconscient. Donc, ce qui est intéressant, le but de cette masterclass, puisque j'ai sorti un guide qui me paraissait nécessaire vu toutes les réflexions et tous les retours de tous mes clients sur tout ce qu'ils entendent. Donc, ça me paraît intéressant de voir quels sont les mécanismes qui se cachent derrière les réflexions entendues. Donc, par mes clients, par moi y compris, parce qu'évidemment, j'ai un vécu de HPI. Donc, quand on est hors norme, quel que soit son atypie, entre guillemets, on entend des réflexions. Le HPI ne fait pas partie des troubles, donc c'est ça qui est un petit peu perturbant. C'est que ce n'est pas un problème en soi, mais le conditionnement ou l'environnement peut générer des problématiques. Donc, ce n'est pas le HPI, le problème, c'est l'environnement. Donc, c'est ce qu'on va voir, parce que ce qui est important, c'est de se rendre compte des mécanismes qui sont en jeu et comprendre pour les HPI, c'est très, très important. Donc, pourquoi les HPI déclenchent une réaction hostile qu'elles n'ont ni déclenchée ni désirée? Parce qu'elles sont des miroirs sans le vouloir, des miroirs dérangeants qui renvoient aux personnes ce qu'elles n'ont pas forcément envie de voir. Et en fait, c'est souvent la raison pour laquelle les HPI entendent les réflexions. Donc, je ne dis pas qu'elles ne sont jamais responsables, mais je dis que les HPI sont très, très souvent sujettes aux réflexions de surperformance, d'exigence, de sensibilité, de trop d'idées. Et donc, on va décortiquer un petit peu tout ça pendant le moment où on va être ensemble. Et j'espère vous apporter des clés, parce que l'idée, c'est de prêcher la bonne parole pour qu'un maximum de personnes comprennent. C'est pour ça que je suis assez active sur LinkedIn pour dire, voilà, la projection, elle est celle-ci et l'explication, elle est pas celle qu'on imagine forcément. Alors, donc, le piège, pour commencer, donc le piège de la suradaptation, elles entendent des réflexions trop. Donc, trop, c'est devenu ma phrase emblématique. Tu es trop, ce fameux trop, quand elles entendent qu'elles sont trop, elles intègrent donc qu'elles sont le problème. Elles apprennent plusieurs stratégies, puisque quand on pense qu'on est plus qu'il ne faut, on se dit je vais m'adapter. Donc, on s'adapte, mais la suradaptation a un coût très cher, donc elle tombe dans ce piège-là. Et quand elle tombe dans ce piège-là, eh bien, évidemment, ça pose problème. Pourquoi elle tombe dans ce piège-là? Tout le monde ne tombe pas dans ce piège. Quand on a une bonne estime de soi, on est vacciné contre la toxicité et on ne prend pas les réflexions environnantes comme des problématiques, en fait. D'accord? C'est pas je suis un problème. Par contre, quand on n'a pas une bonne estime de soi, on n'a pas forcément un bouclier psychologique qui permet de se défendre ou d'être imperméable aux réflexions, quelles qu'elles soient. D'accord? HPI ou pas, quand on a une bonne estime de soi, en général, on est assez imperméable au regard des autres ou on est moins touché. Donc, quand on dérange par son intensité, on va forcément avoir un environnement qui va vous renvoyer la responsabilité de cette intensité. C'est-à-dire, c'est vous le problème, vous êtes trop intense. Quand on est intense, on est juste comme on est. Donc, on ne va pas reprocher au guépard d'aller trop vite, mais quand on est trop intense, évidemment, on va penser que l'intensité va aller gêner ou que si on se laisse aller à être soi,
on va brûler tout le monde ou on va déclencher des réactions non voulues. Et la société nous dit, c'est à vous de vous adapter. Donc, s'adapter a un coût, évidemment. Donc, le piège de la suradaptation, c'est l'inconfort externe. L'autre est dérangé par votre intensité. Donc, la personne va faire quoi? Première erreur, elle va tenter d'amortir. Donc, la personne HPI va chercher à comprendre, va chercher à apaiser. En fait, j'ai envie de vous dire, on ne comprend pas pourquoi un serpent mord. Donc, chercher à comprendre pourquoi quelqu'un vous en veut ou quelqu'un vous fait des réflexions désagréables, ça ne sert à rien. Parce que c'est encore se poser des questions sur soi. Donc, ça suffit au bout d'un moment la remise en question. Donc, l'idée, c'est de ne pas amortir forcément. On va voir pourquoi. La troisième erreur, en fait, c'est de se suradapter, c'est-à-dire on se sent dérangé, on se remet en question, on essaye de comprendre et d'apaiser, et après, on explique. Donc, on va expliquer, on va rassurer, on va compenser, on va ralentir, on va s'effacer, et quand on s'excuse, on donne une prise à la personne en face, puisque elle a compris qu'elle avait touché. Et du coup, elle s'épuise, parce que s'adapter à un coût, être soi ne coûte rien. S'adapter à un coût. Donc la boucle se renforce en étant dans la suradaptation. Dans tous ces stratagèmes, en fait, on va donner une force supplémentaire aux interlocuteurs qui, évidemment, vont soumettre. Donc j'ai un vocabulaire un peu guerrier, volontairement, parce que nous sommes dans un monde assez dur, donc il faut ne pas être naïf, le monde est assez dur. Le monde de la norme est encore plus dur. Donc faire plier quelqu'un qui est hors norme, ça va être une surcharge supplémentaire pour les personnes qui sont hors de la norme. Donc, c'est un combat quelque part qu'on peut gagner très sereinement, comme on va le voir. Donc, les personnes qui déclenchent une réaction hostile qu'elles n'ont pas voulu, n'ont pas senti responsable. Quelquefois, j'ai des personnes qui m'expliquent que même sans parler, elles sentent une hostilité latente. Et donc, ça, c'est très compliqué puisque ça fait appel au rejet. Et c'est très compliqué de se sentir rejeté plus ou moins de façon récurrente, même si ce sont des micro-rejets tout au long de sa vie. Alors, l'angle mort. L'angle mort, en fait, c'est d'essayer de comprendre cette jalousie ou cette problématique, c'est-à-dire pourquoi. Comprendre, en fait, on ne comprend pas la jalousie, on ne comprend pas. Vous produisez plus vite, plus profond, etc. Donc, le fait de douter, juste un rappel, le fait de douter, de ne pas s'aimer, de se sous-estimer, n'empêche pas le fait que vous soyez bon, ou que vous voyez des incohérences où d'autres n'en vont pas, ou que vous soyez plus rapide que les autres. Donc, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que si vous ne voyez pas, vous, vos capacités, l'autre le voit. Donc, l'hostilité sera toujours là. Donc, en fait, ça ne sert à rien de vouloir déjouer ce piège puisque vous n'êtes pas responsable. Donc là, l'angle mort, c'est de penser que les personnes vont se rendre compte de ce qu'elles sont en train de faire. Un, vos capacités, elles les voient. Deux, vous ne demandez rien, vous demandez juste à faire votre boulot ou à être vous. Et en fait, vous ne parlez pas, ça dérange quand même. C'est une facette perturbante pour les personnes HPI qui sont très, très lucides de tous les schémas et en fait, qui ne comprennent pas pourquoi elles sont touchées ou impactées ou pourquoi elles déclenchent ce genre de réaction. Donc, le déclencheur, en fait, quand vous faites quelque chose, il y a un écart que vous ne conscientisez pas, mais que l'autre voit. Donc, ça met l'autre en insécurité. Le fait que l'autre soit en insécurité, il va attaquer. Il va soit critiquer, soit ironiser pour refermer l'écart. Vous n'avez qu'à avoir une réflexion tout à fait basique de alors, je crois que tu étais intelligent, ou il faut toujours que tu compliques tout de toute façon, ou il faut que tu fasses ton malin ou ta maline. Bon. Donc, en fait, on peut avoir beaucoup de réflexions, d'accord, que j'ai répertoriées sur 25 réflexions qui sont très, très entendues par les personnes HPI. Donc, la fausse croyance, c'est vraiment de croire que la jalousie ou l'hostilité, c'est un problème entre personnes qu'on peut résoudre par la pédagogie. La jalousie, c'est quelque chose que les personnes HPI, en plus, ont beaucoup de mal à comprendre, puisqu'elles ne sont souvent pas paramétrées pour la jalousie. Donc là, je généralise volontairement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas revendiqué, on va dire. Il n'y a pas de problème vraiment de jalousie. Les personnes HPI veulent apporter au monde. En général, elles veulent s'éclater à régler des problèmes complexes, à dénouer des situations compliquées, à aller vite. Et puis, bon, c'est une évidence pour elles, donc c'est un peu compliqué de comprendre ce genre de réaction. L'idée, c'est pas de comprendre. Alors, la fausse solution, c'est de faire de la pédagogie, de mettre de la douceur. Donc, je ne dis pas qu'il faut être brutal, attention, je vais en reparler, ou d'être humble. La modestie, en fait, la vraie humilité peut donner aussi une prise aux interlocuteurs. C'est-à-dire de dire, ben non, c'est normal ce que je fais. Ou c'est rien, ou je ne voulais pas déranger. Donne une prise aux interlocuteurs qui ont un problème. Je ne dis pas que tous les interlocuteurs ont un problème, je dis surtout, on est ici pour parler
de l'hostilité que les HPI ressentent. Donc le résultat, épuisement, somatisation, rumination, souvent nocturne. Une rumination, ça peut être aussi la journée. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Puisque on fait croire que c'est le encore. En plus, quand on est toute une vie à douter, on arrive à penser qu'on est le dénominateur commun. Donc forcément, toutes les personnes différentes ne peuvent pas délirer. C'est forcément nous le problème. Mais ça, c'est un phénomène de norme. Donc la majorité décide d'une norme et le curseur est décidé par une majorité. Donc, quand on dépasse le curseur, forcément, on se retrouve un petit peu seul. Donc, l'idée, c'est vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus du curseur, sans parler de prétention, hein, puisqu'il n'y a pas de consensus sur l'intelligence. C'est plus en termes de rapidité de pensée ou d'intensité. Il y a forcément un curseur. Il y a un curseur de précision qui renvoie à l'exigence. Il y a un curseur de ressenti qui renvoie à la sensibilité. Donc voilà, tout ça est à comprendre. Il y a certaines personnes qui sont tellement insécures qu'elles peuvent un petit peu devenir tyranniques, donc il faut faire attention à ça. Elles peuvent être elles-mêmes en insécurité, mais là, c'est un autre sujet. Donc la fausse solution, c'est de faire de la pédagogie. La bonne solution, c'est de ne plus être une cible disponible. Donc il faut cesser l'adaptation. Malgré tout ce qu'on peut entendre, même de psychologues, c'est pas qui peut le plus, peut le moins. Ça, c'est un cauchemar pour les HPI. Non, qui peut le plus, peut le plus. Donc, on ne demande pas à un guépard de courir à 40. Sinon, ils s'ankylosent un peu les pattes. Donc, l'idée, c'est d'assumer d'être rapide, d'assumer d'avoir un fonctionnement intense et de ne pas soigner la jalousie des autres. Donc, ça ne se neutralise pas par l'adaptation, ça se neutralise par le positionnement. Donc là, je sais que certains disent « Oui, mais je ne veux pas devenir brutal, je ne veux pas devenir sec ». En fait, il n'est absolument pas question de ça. Quand on s'affirme, il ne faut pas avoir peur d'être dur. S'affirmer, on peut le faire de façon extrêmement douce, en étant bien ancré dans une bonne posture. Donc, les ressorts, comment on peut changer? Déjà, on ne prend pas pour soi une émotion. C'est facile à dire. Il faut évidemment travailler sur soi quelques fois pour comprendre ça, parce que c'est facile à dire. Il ne faut pas prendre les choses personnellement. Mais quand on comprend que la jalousie ne nous appartient pas, on a déjà fait un grand pas. Donc, on remet la responsabilité où elle est, et ça, c'est un mot qui est extrêmement important. Remettre la responsabilité où elle est, c'est-à-dire chez l'autre. Même quand on a une grande valeur de responsabilité et qu'on assume, on a du mal à se rendre compte que l'autre aussi a sa part de responsabilité. Donc, c'est très important parce que quand quelqu'un vous parle, il a une responsabilité à ce qu'il vous dit. Et les projections de quelqu'un, c'est très important de comprendre que quand quelqu'un vous dit « t'es trop », il vous projette simplement. La vraie phrase, c'est pas « t'es trop », c'est « tu me gênes » ou « j'ai pas compris ». Moi, mais il ne vous dit pas ça, en général, il vous dit « tu es trop quelque chose » ou « c'est toi le problème ». Ensuite, il faut cadrer, donc il faut réduire les zones de friction, c'est-à-dire maîtriser l'exposition, arrêter de faire gratuitement le travail des autres, par exemple, ou combler leurs lacunes en pensant que ça va les calmer. En fait, pas du tout, ça va encore plus les gêner. Et en plus, ils vont en abuser. Donc, j'ai beaucoup de retours, moi, de personnes qui bossent, qui sont des pompiers, des couteaux suisses, qui résolvent beaucoup de choses, qui sont extrêmement serviables et qui, en fait, n'ont pas de reconnaissance parce qu'on les utilise pour leurs compétences, mais on les rabaisse ou on ne les sort pas plus qu'il ne faut pour ne pas non plus qu'ils ressortent trop du lot. Donc, c'est assez vicieux. Et l'idée, c'est de désamorcer. Alors, on peut neutraliser sans agressivité. Donc, il faut refuser la manipulation passive. On a des attaques déguisées ou des critiques. Je fais souvent des posts là-dessus sur j'appelle ça les barbes à papa. C'est-à-dire ces pics déguisés, ces petites attaques un peu vicieuses qui, quelque part, vont aller toucher là où ça fait mal et du coup, vont provoquer une réaction émotionnelle. Et on ne doit pas se bloquer de ses émotions, mais par contre, quand l'autre a fait mouche, il sent qu'il a une prise. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre les ressorts du positionnement. En fait, des fois, en étant en colère, on va nourrir l'autre parce qu'on a du caractère, mais qu'il a touché juste. Quand on se justifie, on va nourrir l'autre aussi. C'est ce qu'on va voir. Alors, je reviens sur le ton, parce qu'on a souvent très peur d'être très sec en s'affirmant. Avoir les mots sans la posture, c'est comme avoir une arme sans savoir s'en servir. Donc, en gros, une phrase, elle doit être habitée, mais on peut avoir des trucs. Donc là, je vous en ai mis 4 avant de passer vraiment aux réparties et aux outils. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser une fraction de seconde, c'est-à-dire ne pas réagir immédiatement. Réagir, c'est une réaction normale, on réagit à une action. Souvent, on est toujours sur « tu as vu comment tu réagis ?» Et on s'intéresse rarement à l'action qui a provoqué cette réaction. Donc, ça peut être très intéressant de voir l'action qui a provoqué la réaction, puisqu'en général, on ne réagit pas pour rien.
Donc, ne pas réagir immédiatement permet aussi de faire un petit pas de recul pour prendre un petit peu de distance, pour ne pas réagir trop à chaud. Parce que, évidemment, c'est un indicateur très fort, une réaction à chaud, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Quand vous écrivez un mail en mettant des points d'exclamation ou 3 petits points, ou en écrivant beaucoup, la personne sait qu'elle a touché. Donc, en fait, ce côté factuel, on va le voir, il est valable à l'écrit comme à l'oral. C'est-à-dire que quand on réagit, il faut être factuel et ne pas montrer que on explique, on justifie. Parce que si vous avez quelqu'un en face qui manipule, la réaction va donner beaucoup d'indications à celui qui agit. Donc, c'est intéressant. On peut réagir, mais de façon très calme. On est tout à fait capable de dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord. Sans dire, mais parce que, ou je. Voilà. Vous voyez, on va le voir, se justifier, ça ne sert à rien. Donc, le volume stable, l'intérêt, en fait, c'est de répondre comme si on vous demandait l'heure. C'est-à-dire, le volume de la voix, il doit être tout à fait normal. Si quelqu'un vous touche, en fait, vous pouvez tout à fait être dans le je ne comprends pas, ou je ne suis pas d'accord, ou ce que tu viens de faire me rend folle de rage. C'est encore plus déstabilisant que de réagir dans l'émotion très fort. Donc, le ton de la voix, plus il va être normal, plus le comportement que vous allez avoir va être normal, entre guillemets, c'est-à-dire pas plus haut, pas plus bas, va montrer que vous êtes serein et que vous êtes bien ancré. Quand je dis bien ancré, c'est pas facile à atteindre. Le regard direct, vous voyez, donc pas de justification, d'agressivité dans le regard, c'est vraiment le côté comportement tout à fait serein. Et le retour immédiat au réel, si vous reprenez le travail, ce qui vient de se passer n'a pas le pouvoir de vous arrêter. Donc si quelqu'un vous fait une remarque désobligeante et que vous avez envie de répondre, même si ça vous touche au début, vous pouvez dire je ne comprends pas, ou je ne prends pas les jugements. Et vous continuez ce que vous faites, la personne va se dire oups, ça ne l'a pas touché. Donc, je sais que vous allez me dire, c'est facile à dire. Oui, c'est une question d'entraînement, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous dire que c'est possible, en fait. On pense qu'on a des réflexes ou des réactions soit à chaud, soit trop tard. Mais l'idée, c'est de s'entraîner, c'est de faire face à ses peurs, de blesser, de décevoir, de déplaire, et d'assumer le fait que vous avez le droit, tout à fait le droit, de dire que quelque chose ne vous plaît pas. Et souvent, on a peur parce que supérieur hiérarchique ou famille. Même un supérieur hiérarchique n'est pas au-dessus en termes de maltraitance ou de manipulation. Donc, un supérieur hiérarchique qui vous manipule, vous pouvez dès le départ poser les limites tranquillement ou rééduquer plus tard. Parce que c'est tout à fait possible de rééduquer son environnement, même si on a un environnement qui a abusé. Alors, cas numéro 1, comme ça je vous donne du concret. Par exemple, tu vas trop vite, laisse tomber, on ne comprend rien. D'accord? Donc l'explication, elle est intéressante et il faut chercher au-delà des mots. En gros, ce que ça veut dire, c'est ta rapidité me renvoie à ma propre lenteur, sois moi toi-même pour réduire mon inconfort. Ça, c'est la vraie lecture de ce que la personne est en train de dire. Parce que quand quelqu'un va bien, il n'est pas dérangé par votre rythme, il va vous dire, tu vas trop vite pour moi. Et ça, c'est très important. C'est que il faut toujours repositionner le qui a dit ça. Quelqu'un qui vous dit que vous êtes trop, il faut interroger le référentiel. Et finalement, vous allez interpréter le trop par rapport à tout votre vécu, possiblement. Or, le trop renvoie à un curseur. Donc, réinterroger le trop par rapport à quoi peut être une solution, puisque trop va renvoyer l'autre à ah oui, c'est vrai. Et il réfléchit, et des fois, quand vous dites ça, on vous dit c'est pas faux. Parce qu'évidemment, on vous balance ça comme ça. Donc, laisse tomber, on comprend rien. Non, laisse pas tomber. Donc, le bouclier, c'est mon rythme est stable. Vous avez un rythme, il est ce qu'il est. Si la personne a quelque chose à vous dire, il peut être intéressant de la laisser formuler elle-même ce qu'elle est en train d'essayer de vous dire. Et c'est là où on fait souvent l'erreur de mettre les mots dans la bouche des personnes, c'est-à-dire d'interpréter au prisme de son vécu. Donc, tu vas trop vite, c'est ça y est, on me le répète encore pour la 367 millième fois, mais quelque part, vous ne savez pas ce que cette personne est en train de vous dire. Elle est en train de vous dire, tu vas trop vite pour moi. Ou laisse tomber, on ne comprend rien, c'est de toute façon, toi tu as compris, mais nous, on est vraiment des idiots. Donc il faut les laisser avec leurs interprétations et leur dire pour qui, ou non, on ne laisse pas tomber, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Donc il y a plusieurs solutions. On refuse la culpabilisation, ça c'est la base. On n'adapte pas forcément sa vitesse, parce que c'est quelque chose que la norme demande toujours au HPI, de réduire sa vitesse.
Qui peut le plus, peut le moins, non. C'est trouver un compromis. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est on demande toujours aux personnes de faire des concessions. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un besoin, il va demander à l'autre potentiellement de s'effacer. Ça s'appelle une concession. Le consensus, c'est collectif, c'est pour le bien collectif. Donc en fait, quand on a quelqu'un qui dit pour eux, il faut être consensuel, c'est pour le bien de la société, il faut s'effacer. Donc la personne HPI, en fait, en concession, elle va s'effacer, et en consensus, elle va s'effacer. L'idée, c'est qu'on peut tout à fait demander des compromis, c'est-à-dire chacun fait un pas de côté. Si quelqu'un va très vite, c'est pas parce qu'il va très vite que l'autre ne peut pas être ouvert d'esprit et dire, OK, quel pas on peut faire, nous, ou quel chemin on peut parcourir pour que ce soit viable pour les deux, c'est-à-dire que les valeurs et le fonctionnement de chacun soient respectés. Ce n'est pas ce qui se passe pour les HPI. Ce n'est pas souvent ce qui se passe, parce qu'évidemment, c'est à celui qui va plus vite de faire un effort. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a déjà fait 4 scénarios, qui est déjà à Z, va avoir beaucoup d'énergie à dépenser pour expliquer une idée en ABCD. E, F, G, H. En fait, on peut trouver un compromis en disant faites-moi confiance, ou je vais vous expliquer, je vais découper, mais essayez aussi d'intégrer que tous les détails, je vous les expliquerai plus tard. Et ça peut être extrêmement pratique. 1, pour s'économiser, 2, pour se faire confiance aussi et dire je suis convaincue que si on fait ça, ça sera ça. Et si les personnes doutent ou ne comprennent pas, vous êtes en droit de demander de l'ouverture d'esprit à ces gens-là. C'est-à-dire que si elles ne vous comprennent pas, au lieu de rejeter l'idée, parce que vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, parce que c'est venu du tréfonds de votre esprit qui a déjà fait 40 km en avance, vous pouvez aussi demander aux personnes de vous faire confiance. Et ça, c'est intéressant, c'est de ne pas endosser toujours le manque d'ouverture d'esprit ou le manque de compréhension des autres. Ils peuvent aussi vous dire « je ne comprends pas, explique-moi ». Et ça, c'est très important à comprendre, parce que ça change complètement la donne. C'est-à-dire, si quelqu'un ne vous comprend pas, il doit faire l'effort aussi, comme vous le faites souvent, de dire « je n'ai pas compris, explique-moi ». Donc, vous pouvez demander aux autres ce que vous faites, c'est-à-dire un peu de respect. Et là, on est en train de parler de valeur. C'est si votre rapidité le renvoie à sa propre lenteur, vous n'avez pas à subir, en fait, son problème. Cas numéro 2, l'attaque sur la précision. Tu compliques tout. Évidemment, quand on a un esprit qui est fait pour gérer la complexité, on peut paraître compliqué pour la majorité des gens. L'idée, c'est pas de prendre ça pour ce que c'est. Il ne faut pas vous excuser d'être exigeant ou compliqué. Vous ne l'êtes pas, vous êtes juste vous. Par contre, l'exigence est une interprétation. Vous êtes précis ou vous aimez aller dans le détail. C'est complètement différent. Donc, le rayon X, la vraie lecture de cette phrase est « ton exactitude m'inconforte. Fais moins bien pour que je n'ai pas à monter en compétence, potentiellement. Bouclier, j'apporte de la précision. » Ça, c'est la répartie. Tu compliques tout. Non, j'apporte de la précision ou j'aime la précision. Vous protégez votre style cognitif, c'est-à-dire votre fonctionnement réel, et vous responsabilisez l'autre sur son propre standard. Et c'est là où c'est extrêmement important de responsabiliser les autres sur leur propre fonctionnement aussi. Donc, on parle de responsabilité, mais en fait, ce n'est pas renvoyer tout le temps la balle méchamment. C'est simplement, tranquillement, de dire bah, « non, je suis précis ». Ce n'est pas pareil, en fait. Vous voyez, donc ce n'est qu'une projection et un jugement. Tu compliques tout? Non. Vous pouvez être compliqué pour vous. Hein. Vous pouvez penser que vous compliquez. Là, c'est du perfectionnisme. C'est aussi un autre sujet. On peut avoir un perfectionnisme très impactant où on va aller chercher toujours plus, puisque nous sommes dans une culture où tout ce qui est fait facilement n'ayant pas de valeur, il faut souffrir pour avoir les félicitations ou le mérite de compliments. Donc, on grandit aussi souvent avec cette impression de tout ce qui est fait facilement n'ayant pas de valeur, il faut qu'on en fasse toujours plus ou qu'on souffre pour en avoir toujours plus. Donc, ça, c'est du perfectionnisme et effectivement, ça peut passer pour de l'exigence. Le cahier des charges étant là, si vous faites ça, ça va être compliqué. On va vous reprocher de faire plus qu'il ne faut. Après, c'est à vous de voir si le cahier des charges suffit ou si c'est insatisfaisant ou si vous avez envie de faire plus. Donc, voilà. Alors, ensuite, nous avons le cas numéro 3, le procès d'intention narcissique, c'est-à-dire tu te prends pour le plus malin ou tu te crois supérieur. Donc ça renvoie totalement à l'insécurité de la personne. Parce que quand on est bien dans sa peau, on ne dit pas à quelqu'un tu te prends pour le plus malin ou tu te trouves supérieur. On ne va pas le dire comme ça. Donc l'idée, c'est de comprendre ton intelligence m'insécurise, j'ai besoin que tu sois moins bon pour que je me sente mieux.
Le bouclier, je me concentre sur le travail, pas sur un classement. Donc ça, c'est une répartie dite de façon très anodine qui marche très bien. Vous dégagez totalement du classement. Vous dites, écoute, moi, je ne suis pas sur le classement. C'est pas du tout votre sujet. Vous vous concentrez sur la tâche, quoi. Et donc, vous restez sur le fond plutôt que sur une attaque personnelle. Donc là, vous restez adulte et on va le voir. Le mode adulte, ensuite, vous cassez la hiérarchisation, la tentative de c'est toi qui te prends pour le plus malin. Vous restez indémontable et ça, c'est une posture qui est très, très difficilement attaquable. Donc là, vous avez 3 exemples de réflexion qui peuvent être entendus par les HTI. Vous en avez d'autres, hein. Tu es trop direct, tu en fais toujours trop, tu veux toujours montrer que tu sais mieux, on fait que s'adapter, tu pourrais faire un effort. Quand vous voyez un problème ou une incohérence, on vous dit t'es négatif, t'es pessimiste aussi. On a toujours fait comme ça. Donc, ce sont des réparties qui pourrissent un peu la vie des personnes HPI tout au long d'une vie, tout au long d'une carrière. Ça peut être tout à fait épuisant. Donc, en fait, c'est intéressant de le remettre. Donc, à quoi s'attendre? Quand vous faites ça, parce qu'évidemment, il y a la peur de déranger, mais qu'est-ce qui va se passer? L'ancienne posture, le système profite de votre suradaptation. OK. Vous avez décidé de changer. Donc, vous allez commencer à réagir ou à vous positionner comme vous n'êtes plus d'accord ou vous n'allez plus vous laisser manipuler. Donc, les ficelles de la manipulation vont être coupées. Là, l'entourage a forcé le trait. Quelquefois, ça, il faut s'y attendre. C'est juste une précaution. Il faut se préparer à quand vous changez ou que vous souhaitez rééduquer votre environnement, l'entourage peut forcer le trait pour vous ramener à l'ancien. Ça les arrangeait bien. La résistance prouve que vous touchez juste. Donc, en fait, il faut tenir bon. C'est une phase inconfortable qui fait souvent peur en disant oui, mais j'ai peur, je vais décevoir, ou je vais gêner, ou je risque de perdre des amis. Il y a des personnes qui travaillent sur elles pour mieux communiquer, pour se défendre de la toxicité, et qui se rendent compte que des personnes ne sont pas du tout ravies de ce changement. Donc, il faut s'attendre à des petites réactions. Mais en fait, il faut tenir bon, parce qu'après, si vous tenez bon, le système se reconfigure. Donc, on n'est pas obligé de couper les ponts avec des personnes qui sont toxiques ou qui sont pénibles. Dans certaines familles, vous avez des parents ou des sœurs ou des frères qui sont assez toxiques ou qui sont assez pénibles. Vous pouvez tout à fait rééduquer. Les personnes vont peut-être réagir, mais l'avantage, c'est que vous allez vous sortir gagnant de cette situation en ne vous épuisant plus, en ne laissant plus vos valeurs être piétinées, en ne ruminant plus, en ne vous posant pas plein de questions sur j'aurais dû faire, j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, en n'étant pas touché par des gens malveillants qui vous disent tu es trop susceptible pour pouvoir continuer à vous attaquer sans que vous réagissiez en faisant passer votre sensibilité sur la forme pour une faiblesse. Donc l'idée, c'est de sortir gagnant en énergie, en rumination, en somatisation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne réagit pas et qu'on se laisse aller à la toxicité et qu'on laisse faire, c'est qu'on somatise souvent. Donc la somatisation crée des problèmes physiques très importants, souvent des blocages, des maladies, des problèmes, des arrêts, des burn-out. Donc l'idée, c'est vraiment de penser à vous. Hein, là. Il faut repositionner cette peur de remettre les choses ou de réagir dans un environnement toxique avec des gens qui sont très très doués dans la manipulation ou dans le sens de la répartie. Certains disent, mais moi je suis nul en répartie. C'est un entraînement. D'accord? Donc en fait, une répartie pose une limite. Et il faut absolument tenir bon, mais c'est un jeu qui en vaut la chandelle, puisqu'après, vous allez quand même extrêmement pire, puisque vous arrivez à vivre dans un monde qui s'amuse à faire ça, mais vous allez être imperméable. Le but final, donc, c'est l'imperméabilité. Et je ne dis pas l'insensibilité ou la froideur. L'imperméabilité à la toxicité, c'est-à-dire vous laissez passer les bonnes choses, mais vous stoppez les projections des autres, pas en devenant insensible, hein, je répète, parce que c'est vraiment quelque chose, mais on choisit ce qu'on laisse entrer. Donc, cette peur, elle est légitime, d'accord? Stopper la rumination nocturne, ok, de plus somatiser, reprendre sa place sans agressivité et se reconnecter à sa propre valeur. Alors, là, je vois, on va voir les questions, on va voir après comment gérer les représailles, parce que là, quand on est dans la courbe, on a forcément des représailles. Mais il faut s'entraîner et il faut décider. En fait, c'est un choix. On va voir comment gérer justement. C'est un choix. C'est de dire, je ne veux plus subir de chantage. Parce que quelque part, c'est ça. Il va y avoir des représailles, mais il vaut mieux subir au départ des tentatives de représailles que de subir encore des années. Je veux dire, c'est une espèce de petite lutte qui ne dure pas très longtemps parce que vous allez voir, à partir du moment où on désactive la toxicité, elle s'arrête en fait. Pour jouer, il faut être deux.
Donc, les peurs des représailles, c'est tout à fait légitime, mais en mode adulte, on va le voir, hein, on va le voir, en mode adulte, on a moyen de désamorcer aussi ces représailles, ces tentatives, qui sont un peu inévitables, puisqu'évidemment, les gens vont rebeller en disant t'as changé, ou qu'est-ce qui t'arrive, ou je vais essayer de vous faire plier. Donc là, on a vu 3 situations. Moi, dans mon guide, parce que je vais vous en parler, j'en ai 2. C'est vraiment des outils pour aider à mieux communiquer, c'est pour ça que j'ai envie de les partager, c'est important. Il y a 25 situations dans le guide. Donc là, on en a vu 3, par exemple, c'est un exemple de mécanismes à comprendre et d'idées de réflexion. D'accord? Tout ça s'accompagne d'un entraînement. Donc le monde professionnel et social et personnel regorge de toutes ces micro-agressions. Donc chacune des phrases, des 25 phrases que je vous ai mis dans le guide, vise un objectif précis et du coup, ça désamorce de façon très soft. Et comment on fait? Parce que évidemment, c'est inévitable. La question, elle est arrivée, oui, c'est facile, mais maintenant, comment on fait? Alors déjà, comprendre le mécanisme, c'est énorme, énorme, parce qu'à partir du moment où vous comprenez le mécanisme, vous voyez faire, à partir du moment où vous voyez faire, vous avez un moyen d'action dessus. Si vous ne vous laissez plus attraper, hameçonner, vous voyez déjà. Après, évidemment, il y a la peur de s'entraîner ou de comment je fais pour rééduquer. Donc, comment on fait? Alors, donc j'ai fait un deuxième guide à disposition, hein, mais l'analyse transactionnelle, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Parce que c'est très concret et pour l'HPI, c'est extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que ça permet de justement se positionner extrêmement vite dans « OK, j'ai compris ». C'est-à-dire, on a une explication de psychologie vulgarisée, c'est de la vulgarisation de psychologie, qui permet de comprendre où on se positionne dans nos interactions. Et vous allez voir à quel point c'est extrêmement facile à appliquer. Et c'est pour ça que ça matche avec comment on fait. Si quelqu'un a des réflexions, c'est de voir d'où elle part et de voir cette manipulation ou cette tentative de microagression, même de chantage affectif. Hein. Ça peut être très affectueux si c'est un parent, par exemple, mais c'est quand même du chantage affectif. Donc l'analyse transactionnelle, pour vous faire une petite histoire, ça a été fondé en 1950 par le psychiatre Eric Berne, qui a dit c'est bien d'aller chez le psy et de donner son obol et de l'entendre dire parce que déontologiquement, il ne peut pas trop parler, c'est de comprendre très très rapidement où on se positionne dans la communication et d'où on part. C'est pour ça qu'on dit d'où on part, dans quel état on part. Donc, transactionnel, pourquoi? Parce que transaction, c'est un aller-retour entre deux personnes avec des positions. Et donc, on identifie d'où l'on part, c'est-à-dire du parent, tout ce qui a été appris, les modèles d'autorité qui sont restés ancrés chez vous. L'adulte que vous êtes aujourd'hui, hein, le présent, et l'enfant qui est toujours là, une part d'enfant, quand on parle de sa part d'enfant, mais l'enfant, il est dans l'émotion et dans la réaction. Donc, quand quelqu'un se positionne en parent, il va aller chercher quelquefois l'enfant. Et là, vous allez voir à quel point c'est important d'intégrer ça. C'est que quand on a des interactions qui se passent comme ça ne peut pas bien se passer. Idéalement, on parle comme ça. Si on est comme ça dépend si c'est en positif ou pas, mais c'est généralement au détriment de l'une ou de l'autre partie. Alors, il y a 3 sous-états. 3 états du moi. C'est les états du moi, c'est issu de Jung, le psychiatre. Donc, 3 états. Il y a les modèles d'autorité que vous avez eus, l'adulte que vous êtes, et l'enfant qui est toujours là. Et dans ces états-là, il y a 2 sous-états. Il y a le parent critique, c'est celui-là qui va nous intéresser particulièrement parce que c'est celui qui va juger, imposer, dévaloriser, culpabiliser, manipuler. Donc cet état de parent critique négatif, c'est là où se trouve justement toute la toxicité. Donc c'est vraiment celui-ci qu'il faut désamorcer. L'adulte, il est dans l'observation, donc il s'appuie sur les faits. D'accord? Il ne va pas interpréter au prisme de son vécu, il va interroger ce que la personne est en train de lui dire. Factuellement. Même son chef, il va dire, j'essaie de comprendre ce que la personne me dit, mais il ne rentre pas dans ce jeu-là, il va être vraiment en position d'égal à égal, parce que si quelqu'un a une position hiérarchique au-dessus de vous, ça reste un être humain avec qui on peut discuter et qui vous respecte, qui est censé vous respecter. Et le modèle enfant, l'état du moi enfant, donc il y a 3 sous-états. Vous avez la personne qui va se soumettre, parce qu'elle a des schémas d'enfance de « c'est mon chef, je ne dois rien dire » ou « c'est un parent, je ne dois rien dire », qui peut se soumettre avec n'importe qui, hein, d'ailleurs. Vous avez le rebelle, donc celui qui va s'énerver, qui va se mettre en colère. Et même quelqu'un qui se met en colère, il est dans la réaction, il va nourrir celui qui veut l'énerver. Donc l'autre a touché son but, il est content. Donc en ayant du caractère, en pensant avoir du caractère, en se mettant en colère, on nourrit quand même celui qui vous attaque. C'est pour ça que c'est intéressant de dire, mais c'est vrai que je me mets tout le temps en colère.
Donc, il y a des tests qui existent pour savoir dans quel état du mois vous êtes plus tôt. C'est très intéressant à faire. C'est ce que j'utilise dans mes accompagnements parce que c'est drôle de positionner où vous êtes. Et l'enfant libre, donc spontané, joueur. Donc, c'est très bien de garder cette âme d'enfant. Ça va particulièrement exciter le parent critique négatif, mais c'est intéressant de l'avoir aussi. Donc, ces 6 façons de se positionner, écoutez, en fait, on va les retrouver dans absolument toutes les transactions que vous avez avec les personnes. Donc, je vous mets des petits exemples. Par exemple, tu es vraiment bizarre. Bizarre, la définition de bizarre, c'est tu sors de l'ordinaire, mais en général, c'est plutôt chargé de un petit côté péjoratif. Donc, tu es vraiment bizarre, merci. Vous voyez, cette transaction-là, typiquement, tu es vraiment bizarre, c'est un jugement. Donc, vous retrouvez le parent, quelqu'un qui vous juge. Tu es bizarre. Voilà, tu sors de l'ordinaire. Au lieu de dire, tu sors de l'ordinaire, mais tu es vraiment bizarre. Voilà, ça vous rejette le côté, tu sors vraiment de la norme. Le fait de dire merci, en fait, suivant le ton, et c'est là où c'est très important, suivant le ton, vous allez changer complètement la donne. Si vous dites merci, très factuellement, vous allez mais un peu sécher l'autre, tranquillement. Ça veut dire qu'il ne s'attend pas du tout à ce que vous soyez aussi stoïque. Donc l'adulte, suivant le ton, va dire merci. Ou l'enfant libre, s'il est un peu joueur, il va dire, OK, avec un petit air, il va dire merci, style, j'ai compris ce que tu m'as dit. Donc l'enfant va mettre de l'affect. Donc vous avez, suivant le ton que vous donnez, vous allez passer d'un état à l'autre. En général, quand on vous dit t'es vraiment bizarre ou t'es vraiment ceci ou tu sors habillé comme ça, vous dites oui. En étant très cool et en étant assez concis, en fait, vous allez désamorcer beaucoup, beaucoup, beaucoup de tentatives de manipulation. Et ça, c'est important à comprendre. C'est qu'en fait, de votre ton et de le côté court de votre réponse, moins vous allez en dire, à vous justifier. Non, pourquoi tu dis ça? Oui, je sors comme ça. Pourquoi tu trouves que ça ne me va pas? Ou moi, je peux compter sur un tel. Oui, c'est vrai. Plutôt que de dire, mais non, si j'avais pu, je serais resté. Vous voyez, le côté justification soumet automatiquement, et c'est le cas pour beaucoup, on peut avoir quelqu'un qui est vraiment excellent à son travail, mais qui va avoir besoin de se justifier. Donc, dans la même personne, vous avez quelqu'un de très fort, mais qui va se justifier, qui va être assez directif et avoir beaucoup d'idées et être vraiment quelqu'un qui a énormément d'envie et de charisme, et pouf, se justifier en même temps. Donc, c'est très paradoxal, mais pas tant que ça. D'accord? Quand on a un côté très fort, mais un enfant à l'intérieur qui a peur de décevoir, ça ressort forcément et les personnes le sentent en face. Autre exemple, j'ai besoin de comprendre cette décision. Vous êtes en mode adulte, très factuel, il n'y a rien à dire. Quelqu'un peut, malgré vous, dire arrête de compliquer, fais ce qu'on te demande. Si vous décidez de ne pas, rentrer dans son jeu. Donc là, le parent critique va attaquer, évidemment. Donc, vous pouvez être en mode adulte, l'autre va vous répondre en parent critique. L'idée, c'est de ne pas tomber dans le piège. D'accord? Donc, vous n'allez jamais tomber dans le côté obscur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, mais moi, j'ai pas envie de devenir un connard. Mais vous ne deviendrez jamais. Parce que quand on se remet beaucoup en question, on ne devient jamais dur, on ne devient jamais sec. On comprend trop l'être humain et on comprend trop ce que ça peut faire chez les autres, puisqu'on le vit chez soi, pour devenir de l'autre côté. Les personnes qui sont ici ne se remettent jamais en question. Donc, quand on est dans ce schéma-là, en fait, on est juste en train de rééquilibrer. C'est-à-dire, elle est légitime, cette peur de tomber du côté obscur et de dire je ne veux pas devenir dur, je ne veux pas lâcher. Et là, j'ai une question très intéressante. Est-ce qu'il y a un risque de tomber dans les travers centrés sur soi et renoncer aux nuances qu'apportent les interactions avec notre entourage? Non, parce qu'on est dans le ressenti et on sait ce que c'est. Donc, on peut très bien le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit arrête de compliquer, fais ce qu'on me demande. On sent que c'est dit d'une façon qui appelle un petit peu quand même à la critique, au jugement et à fais ce qu'on te dit et tais-toi. Donc ça, non, vous n'avez pas à céder. Quelqu'un qui vous dit arrête de compliquer, fais ce qu'on te demande, c'est j'ai besoin de comprendre cette décision. Vous pouvez rester dessus en disant tu veux m'expliquer, j'aimerais que tu m'expliques. Parce que j'ai besoin de comprendre. En fait, vous ne nourrissez pas et vous restez tout à fait correct, mais vous ne cédez pas à ce côté maintenant je pense qu'à moi et je vais dire ce que je pense. C'est plus au lieu de ne pas penser à soi et de s'écraser ou de subir ou de se mettre en colère, c'est d'être factuel. Quelqu'un peut piétiner une de vos valeurs. Vous avez le droit, on parlait de compromis tout à l'heure, vous avez tout à fait le droit de dire c'est pas dans mes valeurs. Ou je comprends, mais moi, je n'adhère pas, ou pour moi, ça ne fait pas partie de l'esprit d'équipe, ou pour moi, je trouve que ce n'est pas respectueux. Si vous dites pour moi, vous ouvrez le débat. Et c'est là où c'est très intéressant.
c'est d'ouvrir le débat. Je ne suis pas d'accord avec cette décision ou j'aimerais qu'on en discute. Si la personne en face réagit violemment, c'est qu'elle n'a absolument aucune envie de vous écouter. Et ça, c'est pas normal. C'est un peu comme si vous disiez j'ai froid et que la personne dit bah, t'es la seule à avoir froid ou t'es le seul à avoir froid, donc tu te tais. Normalement, vous attendez un petit peu plus de respect et de prise en compte de vos besoins. Donc, c'est, bah, écoute, on ne peut pas mettre le chauffage. Par contre, je veux bien te prêter un plaid. C'est idiot hein, ce que je vous dis, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut absolument pas écouter ce que vous avez à dire dans la recherche de compromis, alors que vous êtes très soft, c'est qu'il y a un problème en face. Normalement, l'autre doit avoir envie d'ouvrir le débat. Si elle veut ouvrir le débat, parfait. Quelqu'un qui dit arrête de tout compliquer, fais ce qu'on me demande, ben non, j'ai besoin de comprendre. Bon, d'accord, je vais t'expliquer. Ça y est, vous avez déjoué le piège. L'idée, c'est de faire attention à ne pas vous laisser entraîner avec mais non, pourquoi tu dis ça, je suis pas compliqué, ou tu m'énerves, tu es toujours en train de dire ça. Donc, c'est très important hein, de rester dans le factuel et vous pouvez reprendre des phrases comme ça. Donc là, autre exemple. Donc là, je vais vous demander de participer un petit peu. Comme ça, on va voir si vous avez un petit peu intégré. Quelqu'un qui dit tu as encore changé le planning sans me prévenir, mais de façon très calme. Hein, tu as encore changé le planning sans me prévenir. J'aurais aimé que tu me préviennes. Pour vous, si vous voulez bien répondre dans les questions-réponses, d'après vous, quel est le mode qui est en jeu là pour vous? Si vous avez une idée ou pas. Adulte. Oui, adulte, exactement. Donc, tu as encore changé le planning sans me prévenir. C'est un fait. Voilà, c'est pas dans le ton, dans ce que vous dites, tu as encore changé le planning sans me prévenir. Voilà. Si l'autre répond, alors, pardon, non, c'est parent critique parce qu'il y a le encore. Tu as changé le planning sans me prévenir, c'est adulte. Tu as encore changé le planning, c'est parent critique. L'idée, c'est tu as changé le planning sans me prévenir, ça fait 2 fois. Est-ce que tu as une explication? Là, c'est parent critique, excusez-moi. Vous voyez, le encore change la donne. Donc, parent critique parce que c'est factuel quand on n'a pas le encore. Mais quand on a le encore, c'est un reproche. Donc, ce n'est pas à dire comme ça. Tu as changé le planning sans me prévenir pour la 2e fois. Est-ce que tu as une explication? Là, c'est adulte. Après, la personne répond, j'ai déplacé 2 créneaux, lesquels te gênent? Très calmement, j'ai déplacé 2 créneaux, lesquels te gênent? J'ai du enfant et du adulte. Alors, là, il n'y a pas de justification. C'est intéressant. Enfant, ça serait, mais non, j'ai juste déplacé 2 créneaux. Pourquoi lesquels? Là, ça aurait été enfant. Par contre, c'est j'ai déplacé 2 créneaux, lesquels te gênent? Si la personne fait un reproche, là, c'est adulte pour le coup. D'accord? Vous voyez la subtilité. Et c'est pour ça que c'est très subtil. Et c'est très intéressant à capter parce que c'est là où tout se joue. En une interaction, vous pouvez basculer. De toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête. Bon, là, je pense que vous avez compris. C'est encore un jugement. Donc là, j'imagine que vous savez. Parent critique, parce que de toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête. D'accord? Il pourrait rebondir en disant bah, ces 2 créneaux-là me gênent. En fait, non, il continue. De toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête. Donc là, parent critique. Réponse, restons sur les créneaux lesquels on réajuste. Vous ne répondez pas à l'attaque, au jugement, au pic. Et en fait, c'est ça la solution. C'est que quand quelqu'un vous dit ça, vous ne réagissez pas à son agressivité, vous dites on reste sur les créneaux. Comme tout à l'heure, c'est je ne réagis pas au jugement, tu te prends pour le plus malin, je ne suis pas dans le classement, on va continuer à travailler. Et finalement, c'est là où, quand on est dans ce schéma-là, on reste adulte, on tient bon et on va désamorcer. Donc, c'est un exemple hein, d'interaction entre parents critiques, mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui est très adulte, qui va à la 3e réplique, clac, basculer en parent critique parce que la façon que vous avez de lui répondre ne lui plaît pas. Donc, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très intéressant à intégrer parce que c'est un vrai jeu et je vous assure qu'on s'amuse beaucoup quand on fait ça. Parce que quand on le voit, après, on voit faire les personnes et c'est très amusant de les voir et de ne pas répondre. Donc, quand on est dans ces exercices-là, et c'est pour ça que j'ai fait ces guides-là, je vais vous en parler, c'est qu'on arrive complètement à rééduquer, à intégrer
la position de la personne qui vous parle, vous dites OK, il est en parent critique. Donc là, pour avoir des questions, au départ, c'est répondre. J'hésite à répondre aux propos agressifs à cause des représailles, on en a parlé. Les représailles sont souvent inévitables parce qu'évidemment, la personne va dire « dis donc, tu as changé » ou bah, « puisque c'est comme ça, je vais faire ça ». C'est un peu comme une tentative de chantage. J'ai envie de vous dire, céder au chantage ne donnera rien. Il faut rester très factuel et dire mais mettre la personne devant ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train, quelle est ton intention en disant ça, ou où est-ce que tu veux en venir? Et le fait de le dire très calmement va souvent déjouer les situations, c'est-à-dire où est-ce que tu veux en venir et vous les laisser parler. D'accord? Donc, dire à la personne, là, j'ai dire à la personne que ses états d'âme ne m'atteignent pas et que si cela lui fait du bien alors qu'il continue, non, parce que vous êtes dans une discussion. Si vous dites tes états d'âme ne m'atteignent pas et si ça vous fait du bien, ça va le titiller et ça va l'exciter un petit peu. Parce que du coup, ça va être un petit peu sarcastique en fait, de dire ça te fait du bien alors? Ça te fait du bien de me parler comme ça? Ou alors il faut être vraiment très fin et dire en fait j'espère que ça te fait du bien de te défouler sur moi, mais c'est quoi le vrai problème? Vous voyez? C'est quoi le fond du problème? Quelqu'un qui est très en colère, au lieu d'exprimer sa colère et de verbaliser, parce que vous avez beaucoup de gens qui ne savent pas, verbaliser leurs émotions, et donc ils s'en prennent aux autres, ils prennent les autres pour des punching balls, pour vider un peu l'exutoire. L'idée, c'est de savoir que vous n'êtes pas un exutoire et c'est possible de dire à quelqu'un, bon, je comprends, tu es en colère, maintenant tu peux m'expliquer la vraie raison de la colère ou si tu es très en colère, est-ce que tu peux me mettre des mots calmement pour qu'on en discute? L'idée, c'est vraiment de toujours ouvrir le débat. Si l'autre ne veut pas débattre, tant pis, mais vous restez sur, moi je suis ouvert au débat. Donc c'est, qu'est-ce que tu entends par là? Par exemple, quelqu'un qui vous dit, ça ne m'étonne pas de toi. Qu'est-ce qu'il entend par là? Et si elle vous dit rien, vous dites très bien. C'est pas la peine d'aller chercher quelque chose chez quelqu'un chez qui vous sentez qu'il y a quelque chose, il va vous attirer dans une zone d'ombre où vous n'avez pas envie d'aller. Donc, je pense que c'est une peur de décevoir, c'est une peur de déplaire, mais c'est sur un ton neutre que je l'ai dit à l'issue d'un vidage de sac. Et ben, dès que vous utilisez un ton neutre face à quelqu'un de très en colère, vous êtes en maîtrise. En fait, vous n'êtes pas froid. Vous dites, je comprends que tu sois très en colère, mais moi, je fais ça des fois avec mes enfants, ils sont en colère. Je dis, t'es en colère pour ça? Je comprends, mais il y a autre chose derrière, c'est bizarre. Et en fait, c'est oui, ben, il y a ça en fait derrière. Et quand vous faites ça, alors là, ça marche pour la gestion de conflit. Ça marche avec la famille. Par exemple, vous avez même le chantage affectif. Quelqu'un qui vous dit, oui, mais c'est pour ton bien que je te dis ça, tu ne veux pas m'écouter. Vous avez moyen de dire, c'est très gentil de vouloir mon bien. C'est adorable, mais en fait, je vais gérer. Merci beaucoup. Et c'est pas se moquer, hein, attention, c'est vraiment prendre ça en disant je gère, merci beaucoup. Ça freine quand même les ardeurs et ça permet de voir quelqu'un qui soit est intrusif, soit il veut forcer un peu la machine. Donc l'idée, c'est d'avoir le recul de voir ce qui est en train de se passer. Donc ces guides-là, c'est le guide de la répartie pour HPI avec ses 25 réflexions qu'on entend le plus. Et ce dont je vous ai parlé, c'est un cahier d'exercice avec plein de phrases et de transactions où vous pourrez vous entraîner à décrypter et à voir, c'est une question d'entraînement, et avoir de la répartie, ça vient après. Au début, on s'entraîne, on est maladroit, on a peur, après on se plante, après la personne vous répond parce qu'elle est plus douée que vous, et après finalement, plus vous vous entraînez et mieux c'est. Donc, c'est des outils à disposition. Pourquoi pour les HPI? Parce que c'est des choses, avec l'intensité des HPI et la volonté de comprendre les HPI, c'est quelque chose qui est très intéressant à intégrer. Moi, je dirais que ce n'était pas forcément une transaction, mais un monologue auquel je pensais court par cette phrase. En fait, si vous voulez couper court à quelque chose qui va vous entraîner dans quelque chose de très... un monologue, ok, je comprends. Vous avez vidé votre sac et c'est sur un ton neutre que vous l'avez dit. C'est ça, si je comprends bien? Pour bien comprendre. Si vous avez des questions, profitez-en. Il est 13h20, donc vous pouvez me poser des questions encore 10 minutes. Je suis à votre disposition avec grand plaisir. Moi, j'ai terminé pour ma partie, c'est-à-dire que je suis passionnée par ce que je fais et j'ai vraiment à cœur d'aider toutes ces réflexions qu'entendent particulièrement les personnes HPI, parce que je sais qu'il y en a qui disent c'est valable pour tout le monde, bien sûr que c'est valable pour tout le monde, mais l'intensité ou les réflexions des HPI ne sont pas entendues, ne sont pas partagées et entendues par tout le monde. Donc l'idée, c'est d'intégrer tout ça. L'autre a vidé son sac, j'ai écouté. Alors oui, intéressant. Merci, parce que
En fait, vous avez des gens, quelquefois, qui vident leur sac, très bien, ou qui vous agressent. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, j'ai laissé tomber parce que j'avais pas envie de rentrer dans son jeu. Il y a deux possibilités. Soit vous voulez pas rentrer dans son jeu, vous dites, OK, tu as sorti ton sac, c'est bon. Mais s'il y a des conséquences pour vous intérieurement, c'est-à-dire si vous allez ruminer, si vous avez subi, si vous avez encaissé, non, il faut réagir. Si jamais c'est une excuse, parce que la peur de réagir fait que c'est souvent le cas. J'ai pas réagi parce que je voulais pas me prendre la tête. Quelquefois, ça peut être une excuse de j'ai pas envie de, je savais pas quoi répondre et j'ai eu peur en fait et du coup, je n'aime pas les conflits. Moi, je déteste les conflits, donc je préfère pas. Les conflits, en fait, c'est très culturel de pas aimer les conflits en France. Les conflits, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est deux personnes qui ont des avis différents. À partir du moment où on a peur des conflits, on va s'écraser, on va rien dire, parce qu'on dit, moi, j'aime pas les conflits. Mais ça, c'est une concession. Donc l'idée, c'est un conflit, c'est rien. On peut avoir des valeurs complètement opposées. Vous prenez des valeurs de religion, d'écologie, de respect, des valeurs qui tiennent vraiment à cœur, hein, d'engagement, de responsabilité. Vous avez quelqu'un qui n'a aucune responsabilité, notion de responsabilité, et la personne qui a une grosse valeur de responsabilité, vous pensez bien que ça ne va pas le faire. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça. Celui-ci ne va pas tenir ses engagements et celui-ci va être vraiment, vraiment très énervé. L'idée, c'est de trouver un compromis. C'est-à-dire, tu n'as pas tenu tes engagements. Moi, c'est une valeur qui est très importante pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ben moi, je m'en moque. Ben là, on a un souci. Si vous avez quelqu'un qui arrive en retard ou les ados avec leur téléphone, quand vous dites pose ton téléphone tout de suite, vous êtes en adulte, il va réagir en rebelle, en enfant rebelle, en parent critique, et il va réagir en enfant rebelle. L'idée, c'est d'exprimer ça et de verbaliser en disant j'aimerais que tu poses ton téléphone, je voudrais te parler, ou ça fait 3 heures que tu es sur ton téléphone. Genre, même s'il réagit en ado rebelle, vous l'interpellez en mode adulte. Et en étant dans un mode adulte, vous allez voir à quel point vous allez chercher l'adulte chez l'autre. Même s'il a envie d'être rebelle, à un moment donné, ça va se rééquilibrer. Et c'est un compromis. Donc, vider son sac, quelqu'un qui vous vide son sac sur vous, vous pouvez dire, écoute, je comprends que tu as besoin de vider ton sac, mais attention à la façon dont tu le fais, ou ça fait beaucoup d'énergie négative, est-ce que je suis responsable ou pas? Vous voyez, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire que la fluidité de la répartie s'apprend. C'est un entraînement. C'est pour ça que j'ai créé ce cahier d'exercice. C'est une compréhension de tout ça. C'est un entraînement petit à petit. Et on peut sortir de situations très compliquées en disant oui, mais c'est quand même mes parents, oui, mais c'est quand même mon chef. Ouais, mais c'est compliqué. Moi, je veux pas de représailles. Bah, s'il y a vraiment des grosses représailles, vous n'avez rien à faire dans un environnement comme ça, où vous pouvez être très, 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 très choqué que quelqu'un veuille faire des représailles si vous exprimez un besoin. Donc, la position, elle est à l'envers, c'est-à-dire que votre système vous dise mais c'est totalement anormal de se comporter comme ça en fait, ou de ne pas vous écouter. Dans des jugements du style, tu es toujours tellement définitif dans tes choix, faut-il mieux interroger et demander des exemples ou plutôt stopper en prenant je ne prends pas les jugements. Ah, ça peut être intéressant de réinterroger. Tu es toujours, vous avez vu le toujours. En fait, dans le parent critique, vous avez encore, toujours, jamais, rien. Tu fais rien comme tout le monde. Tu es toujours tellement définitif dans tes choix. Vous pouvez dire, par exemple, c'est vrai que je sais ce que je veux. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose derrière ou vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez toujours dire oui, c'est vrai. Je sais ce que je veux. Mais est-ce que c'est un problème de savoir ce qu'on veut? Donc il y a quelque chose d'autre derrière. Vous voyez, si on vous trouve trop tranché, souvent les HPI s'entendent dire tu es trop tranché. Ça veut rien dire. Tu es trop tranché, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez, vous êtes trop directif, vous imposez votre point de vue, on ne sait pas. Donc c'est intéressant de réinterroger ce que la personne veut dire. Cette personne a peut-être beaucoup de mal à faire des choix. Donc elle va vous dire, oh, quand vous prenez une décision, c'est très, très définitif. Et finalement, vous pouvez réinterroger. Vous pouvez réinterroger en disant toujours ou, c'est-à-dire tellement définitive. Et laisser la personne vous dire. Si elle vous critique, là, vous pouvez dire, bon, je ne prends pas les jugements. Mais là, ça peut être intéressant parce qu'on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est quand quelqu'un vous dit ça, elle part d'où? C'est peut-être quelqu'un de très, très, très indécis qui admire peut-être votre façon de prendre vos décisions, mais qui vous dit, c'est quand même très tranché. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de toujours réinterroger ce que quelqu'un veut vous dire. Quand tu travailles à la place de certains qui ne souffrent pas du tout de leur manque de responsabilité, Julien, qui coûtent au groupe, on s'essuie justement une fin de non-recevoir. Alors oui, on va déverser le trop-plein. Je connais quelques irresponsables qui se cachent derrière la répartie. Ils se cachent souvent derrière ça. Quand tu travailles, qui ne souffrent pas
du tout de leur manque de responsabilité qui coûte au groupe. On s'essuie justement une fin de recevoir. Oui, on va dire, c'est trop plein. Bon, dans l'idée, vous pouvez réinterroger, mais ne prenez plus de plein fouet, soit réinterroger, soit quelqu'un qui est vraiment dans la critique très, très directe. Vous dites, je ne prends pas les jugements, je ne suis pas là-dedans. Par contre, sinon, vous pouvez dire c'est-à-dire. Mais très calmement, c'est-à-dire. Qu'est-ce que j'entends par là? Je ne comprends pas. Donc, voilà. Bon, le webinaire va toucher à sa fin. Je sais que beaucoup vont partir. Moi, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai eu plaisir à partager cette heure avec vous. Vous avez le site Kalena Consulting. Vous avez les QR codes. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, hein, Christine Reyna, avec plaisir. Donc, je suis là. Moi, je sais que je suis passionnée par ce que je fais. Donc, j'aurai grand plaisir à répondre à vos questions. Et puis, à améliorer, à continuer tous ces apports-là qui peuvent vous aider puisqu'ils ont été faits grâce à toute l'expérience et tous les retours de toutes les personnes que je peux accompagner. Et c'est pour aider le plus de personnes possible que je vais faire ça. Donc, bon courage, testez si vous avez envie. Et puis, il y a un replay donc pour ceux qui n'auront pas revu, qui n'auront pas pu être présents. Et je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci beaucoup et au plaisir de vous croiser.